Bon, monsieur le chancelier, monsieur le président, madame et messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, chers amis, pour reprendre un mot récent de Jean-François Delfecy, le président du comité consultatif d'éthique, le CCNE, sur le coronavirus, il faut informer sans alarmer. C'est ainsi que nous avons souhaité organiser cette séance pour vous informer et, j'ose l'espérer, ne pas vous alarmer outre mesure. Donc nous allons, grâce à 4 intervenants aux compétences très différentes, essayer de passer en revue les différentes propriétés de ce virus et les différentes caractéristiques de l'infection que ce virus produit. Nous discuterons des mesures à prendre et de ce qu'il faudrait ensuite entreprendre. Je parle par exemple en recherche. Donc nous avons 4 intervenants. Philippe Sansonetti, membre de la section biologie humaine et sciences médicales, qui abordera, comme il me l'a dit, l'épidémie vue sous l'angle du risque. Il décrira la pathologie due au coronavirus, la comparera aux infections épidémiques précédentes à coronavirus. Il abordera ce que l'on appelle le saut d'espèce, le passage de l'animal à l'homme et l'adaptation du virus à son hôte. Félix Rey, membre de la section biologie moléculaire, cellulaire, génomique, nous parlera du virus lui-même, de sa structure. Il nous montrera comment ce virus, qui a un seul ARN simple brin assez long, puisqu'il atteint une taille de 30 000 nucléotides, comment ce virus diffère des autres coronavirus et comment la connaissance de la structure permettra bientôt, on l'espère, d'élaborer un ou plusieurs vaccins efficaces. Ensuite, nous aurons l'intervention d'Antoine Danchin, membre de la section de biologie moléculaire, cellulaire et génomique, qui se focalisera sur l'évolution de l'épidémie en la comparant à l'épidémie au SARS qui l'avait alors particulièrement intéressé. Et enfin, je dis enfin, mais c'est lui qui va commencer, Arnaud Fontanet, épidémiologiste, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Et Arnaud va nous parler de chiffres à l'échelle mondiale, de ceux qui se sont peut-être trompés dans leurs estimations. Il nous donnera son opinion sur les mesures à prendre au niveau individuel, au niveau institutionnel. Comme vous le voyez, notre programme est assez vaste et pour que nous puissions essayer de répondre à la majorité des questions, nous avons demandé aux intervenants de ne parler que moins de 10 minutes. Arnaud devant partir pour le ministère à 4h05, il devait parler ensuite, mais il va parler le premier, et je lui donnerai la parole pour quelques questions, et ensuite nous aurons les autres intervenants. Donc il m'a paru quand même un tout petit peu nécessaire de vous dire que nous sommes en train de parler d'agents infectieux, et je voudrais vous dire quand même un tout petit mot sur le fait que nous ne sommes pas en train de parler de bactéries, mais de virus, mais que dans les deux cas, nous sommes en train de parler de microbes, d'objets qui ne sont visibles qu'à l'aide d'un microscope. Donc, j'aimerais dire un mot sur le fait que les bactéries sont les plus petits organismes vivants, que ces organismes sont des êtres unicellulaires, qu'il y a une membrane autour de ces bactéries, une paroi, et que ce qui est important, c'est au milieu, cet objet rose qui est son patrimoine génétique, son chromosome unique. Les bactéries grandissent en se nourrissant. Elles se divisent en 2 bactéries filles et au même moment qu'elles se sont divisées, le chromosome s'était répliqué en 2 chromosomes identiques et il y a un chromosome dans chacune des 2 bactéries filles. Les bactéries sont sensibles aux antibiotiques parce que les antibiotiques inhibent par exemple la formation de la paroi ou inhibent la machinerie qui permet à l'ADN, au chromosome de se transmettre ou de se répliquer ou d'être transcrit. Donc, vous le savez tous, il y a différents mécanismes de résistance. Soit vous avez l'inhibition de l'entrée des antibiotiques dans les bactéries, soit les antibiotiques sont crachés par les bactéries, soit il y a une modification de l'antibiotique par les bactéries. Tout ça pour vous dire que les bactéries sont des organismes unicellulaires et que ça n'est pas des virus. Alors, les virus, comme ce coronavirus, c'est un objet qui est beaucoup plus petit qu'une bactérie. C'est un objet qui a en son centre un ADN, un acide nucléique qui est beaucoup plus petit que le chromosome de la bactérie. Les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Et je pense que c'est une notion que vous devriez avoir avant d'entendre nos 4 intervenants.
Donc, je vais maintenant donner la parole à Arnaud Fontanet. Arnaud, un grand merci. On sait que tu es très, très, très occupé en ce moment. Et merci d'être venu avant d'aller conseiller notre président de la République, si j'ai bien compris. Bien, merci Pascal, merci beaucoup pour votre invitation. Très honoré d'être ici parmi vous pour partager ce qu'on sait sur ce virus apparu il y a moins de 3 mois en population humaine. Et il est quand même assez étonnant de se rendre compte qu'on sait déjà beaucoup de choses qui vont vous être détaillées beaucoup plus par Philippe Sansonetti, Félix Ray ou Antoine Danchin. Pour ma part, je vais vous donner quelques notions d'épidémiologie et je m'assure juste que le pointeur... En haut. Ouais, c'est bon. En marche. Donc, quelques notions d'épidémiologie. On va effectivement parler de nombres, comme Pascal l'a dit. Alors, cette carte qui est tirée du site de Johns Hopkins, vous la connaissez tous, accessible en ligne, mise à jour tous les jours et vous présentant un état des lieux de l'évolution de l'épidémie dans le monde, avec plus de 110 000 cas au 10 mars 2020, plus de 4 000 décès. Une épidémie qui, comme vous le savez, a démarré à Wuhan, en Chine, vers la mi-décembre, et Philippe vous racontera les circonstances du début de cette épidémie, avec des pneumopathies atypiques chez des sujets qui avaient fréquenté un marché d'animaux de la ville de Wuhan. Assez rapidement, une épidémie qui devient importante dans cette ville, au point que le 23 janvier, le président chinois décide de mettre sous confinement la ville, 50 millions d'habitants, et quelques villes avoisinantes. Vous l'avez su depuis, l'épidémie marque le pas. Les chiffres, bien sûr, on les prend avec un petit peu de recul parce qu'on sait qu'il est très difficile pour un pays dans une telle crise sanitaire de garder à jour des chiffres sur l'évolution de l'épidémie, qu'il y a eu des pénuries de tests, qu'il y a pu avoir une minimisation du gouvernement, notamment dans les débuts de la gravité de la situation. Mais les témoignages que nous avons du terrain, des médecins qui y travaillent, des personnes qui y vivent, nous font savoir que maintenant la vie reprend doucement à Wuhan et qu'effectivement les hôpitaux se désemplissent. Donc je reviendrai sur ce sujet un petit peu plus tard. L'épidémie ensuite est partie sur des pays voisins de l'Asie avec 3 foyers importants, notamment au Japon, en Corée du Sud. Singapour a été aussi touché. Et de tous ces pays, c'est effectivement la Corée du Sud qui connaît aujourd'hui l'épidémie la plus active. Plus tard, on a vu apparaître un foyer important en Iran et puis au nord de l'Italie plus récemment. Et vous le savez, ça date à peu près de 15 jours. Du nord de l'Italie, il y a eu un essaimage vers la France et j'y reviendrai, mais aussi vers plus de 20 pays aujourd'hui. Donc on voit que des foyers sont capables d'avoir un impact régional extrêmement important. Sur cette diapositive, je m'arrêterai juste sur un élément qui me paraît un peu surprenant et qu'on ne voit malheureusement pas bien sur cette diapositive. Mais vous constaterez que les foyers épidémiques les plus importants, vous les trouvez au Japon, en Corée du Sud, en Chine, en Iran, sur la même latitude, et que des pays qui ont connu une introduction importante du virus dès le début de l'épidémie, qui sont la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge et Singapour, n'ont pas eu d'épidémie derrière. Alors Singapour, on le comprend bien, parce que c'est un pays qui est extrêmement bien préparé, un niveau d'hygiène très élevé, des mesures extrêmement contraignantes. En revanche, pour la Thaïlande, pour le Cambodge et pour le Vietnam, c'est un mystère pour moi. Comment se fait-il qu'il n'ait pas eu une épidémie alors que le virus est rentré notamment en Thaïlande et au Vietnam assez massivement dès la mi-janvier? Et c'est là que l'hypothèse de la température dont vous avez tous entendu parler revient à l'esprit puisque c'est des mois très chauds actuellement dans ces pays. Je ne suis pas du tout un fanatique de cette histoire de la température. Vous savez que Donald Trump a dit que ça nous réglerait le problème. Je pense qu'il faut avoir des évidences scientifiques avant de pouvoir s'exprimer là-dessus. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire cette observation. De même que pour l'Afrique, vous le savez, il y a pour l'instant très peu de cas signalés, même si on commence à les voir arriver. Nous sommes en lien à l'Institut Pasteur avec le réseau international. Et dans ces pays où quelques cas sont venus, on est en contact direct avec eux. S'il y avait un état de, j'ai envie de dire, pas panique, mais ce qu'on voit aujourd'hui en Italie, où les hôpitaux se remplissent de patients, affluent, etc., on le saurait. C'est la même chose pour la Thaïlande, pour le Vietnam, même si le gouvernement ne veut pas déclarer, on le saurait. Donc, de ce côté-là, attendons de voir. Une fois de plus, c'est très prématuré, peut-être disproportionné par rapport à ce que je vais vous dire, qui est beaucoup plus factuel, mais c'est une observation que je voulais faire parce qu'elle me reste au fond de la tête et que je voulais la partager avec vous. Sur la France, vous le savez, il y a eu des cas à partir du 24 janvier. Il y a eu une première vague de 6 patients qui ont été mis très rapidement en isolement. Tous les contacts ont été aussi mis en isolement. Il n'y a pas eu de transmission secondaire. Ces contacts avaient des PCR nasopharyngés réguliers pour voir s'il n'y avait même pas des transmissions asymptomatiques. Elles n'ont pas été retrouvées.
Il y a eu les épisodes des rapatriés de Wuhan qui étaient dans le sud de la France. Chez eux aussi, on n'a pas retrouvé de virus sur les prélèvements nasopharyngés qui leur étaient faits. Donc on avait des notions assez rassurantes sur le fait que dans des gens qui ont été au contact, soit directement de patients, soit dans des zones épidémiques, il n'y avait pas une circulation silencieuse de ce virus. Et pourtant, on a vu la situation changer radicalement il y a une dizaine de jours. D'une part avec le foyer en Italie qui s'est allumé, d'autre part avec des importations en France qui nous sont venues d'Égypte, où sur des croisières sur le Nil, des bateaux ont été infectés, et puis un foyer qui était dans l'Oise et qui a démarré beaucoup plus tôt, probablement à la fin janvier, totalement passé inaperçu parce qu'il y avait des formes mineures, et par multiplication des cas est devenu réellement actif récemment, et c'est le foyer de l'Oise dont on a tous entendu parler quand un enseignant est décédé à l'hôpital de la Pitié il y a de cela à peu près 10 jours. Alors, les paramètres épidémiologiques qu'on peut retenir pour ce virus sont ce qu'on appelle un R0, le nombre de reproductions de base, entre 2 et 3, ce qui veut dire, comme vous le savez tous, que chaque patient va infecter entre 2 et 3 personnes. C'est similaire au SRAS, c'est un peu supérieur à la grippe, où on le mettrait plutôt entre 1,5 et 2. La durée d'incubation est de 5 à 6 jours, et l'intervalle intergénérationnel, c'est-à-dire le temps qui sépare le moment où quelqu'un est symptomatique et le moment où les personnes qui l'auront infecté seront symptomatiques, cet intervalle intergénérationnel est du même ordre de grandeur que la durée d'incubation, autour de 5 à 6 jours. Ça veut dire que globalement, les personnes sont contagieuses dès le début de la période symptomatique, voire un tout petit peu avant, et probablement après la résolution des symptômes, puisqu'on retrouve par PCR dans les sécrétions respiratoires et dans les selles du virus sur plusieurs jours après la fin des symptômes, et un virus qui peut être infectieux parce que des cultures ont réussi à montrer que ce virus était vivant. Le pic de virémie, notamment dans le nasopharynx, est à la fin de la période d'incubation, et on retrouve des concentrations virales dans le nasopharynx qui peuvent être 1000 fois supérieures à celles qu'on retrouve pour d'autres virus respiratoires classiques. Donc on considère que la phase très contagieuse est la phase de début des symptômes pour une grande partie des patients. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ces paramètres pour le SRAS, il y avait une différence fondamentale. Autant le nombre de reproductions était effectivement entre 2 et 3 pour le SRAS, autant la période de contagiosité ne débutait que 3 à 4 jours après le début des symptômes. Ce qui veut dire qu'une personne infectée par le coronavirus du SRAS, on avait 3 à 4 jours pour faire le diagnostic et l'isoler à partir du moment du début des symptômes, et que cette personne n'avait pas encore infecté d'autres personnes. Avec ce virus, malheureusement, comme la contagiosité débute la veille ou le jour du début des symptômes, on n'a pas le temps de faire le diagnostic et d'isoler avant que des transmissions secondaires aient eu lieu. La deuxième raison pour laquelle on a pu contrôler le SRAS, c'était que toutes les formes cliniques étaient très sévères. Du coup, il n'y avait pas de cas qui passaient inaperçus sous le radar. Alors, comme je vais vous le montrer maintenant, avec ce nouveau virus, vous avez des formes mineures, avec des personnes qui sont contagieuses, qui ne sont pas diagnostiquées, et donc des transmissions possibles dont on n'a pas connaissance. Deuxième paramètre extrêmement important, c'est celui du taux de létalité, c'est-à-dire la proportion de personnes qui vont décéder parmi toutes celles qui sont infectées. Les premières estimations qu'on a eues, c'est toujours celles qu'on a en début d'épidémie, celles qui nous proviennent de sujets qui sont hospitalisés avec des formes sévères. Le taux de létalité pour ces formes sévères, des pneumopathies qui avaient justifié une hospitalisation, était de 18% à Wuhan, dans un contexte de qualité de soins très dégradée parce qu'ils étaient débordés par l'épidémie. Donc la qualité des soins n'était pas du tout la même que celle qu'on pourrait avoir aujourd'hui en France, par exemple. En revanche, quand il y a eu des cas qui ont été détectés à l'international, on se rend compte que le taux de létalité avec des formes cliniques qui associent à la fois des formes sévères mais des formes moins symptomatiques descend à peu près à 2%. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est toute la partie immergée de l'iceberg, les cas asymptomatiques dont on ne sait pas quelle proportion ils représentent. Seules des enquêtes sérologiques avec dépistage d'anticorps en population, quand ces tests seront disponibles, nous permettront de savoir quelle est la proportion de formes asymptomatiques ou paucisymptomatiques qui n'ont pas amené à un diagnostic clinique. Et je m'attends à ce que le taux de létalité passe à peu près de 2% à 1% si on pense que ces formes bénignes ou asymptomatiques représentent la moitié des cas. Par comparaison, la grippe, c'est 0,1%, donc on est quand même à une différence de 1 à 10. Comme vous le savez, ce sont les personnes âgées qui sont les plus vulnérables, notamment des personnes de plus de 80 ans avec des comorbidités à type d'hypertension et de diabète, où là, la létalité peut être très élevée. La bonne nouvelle, c'est que les enfants sont infectés, on ne sait pas encore si c'est au même taux que les adultes, mais sont infectés tout en ne faisant que des formes bénignes. Il n'y a que très rarement des formes sévères chez les enfants de moins de 15 ans. Ça commence à l'adolescence, entre 15 et 19 ans. J'attire votre attention néanmoins sur les adultes jeunes, notamment les hommes qui, entre 30 et 50 ans,
font une forme particulière d'aggravation secondaire à 8-10 jours après la pneumonie, alors qu'ils étaient en train de s'améliorer, qu'on pensait qu'ils allaient guérir. Entre le 8 et le 10e jour, il y a une aggravation soudaine, une pneumopathie inflammatoire qui est liée à une réaction immunologique paradoxale avec largage de cytokines, ce qu'on appelle un orage cytokinique, en anglais le cytokinic storm, et une dégradation brutale de l'état de santé, passage en réanimation pour ces sujets. Ça, c'est un des problèmes qu'on va avoir parce que émotionnellement, évidemment, en population, des jeunes hommes de 30 à 50 ans qui vont décéder vont faire la première page des journaux. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec la grippe saisonnière, mais qu'on peut voir avec des grippes pandémiques ou qu'on voyait avec le SRAS. Maintenant, et c'est ma dernière diapositive, où est-ce qu'on va ? Alors, si vous demandez à un modélisateur, l'équipe du Imperial College, donc Roy Anderson ou Neil Ferguson, Mark Lipsitch à Harvard, Gabriel Leung à Hong Kong, ils vous diront qu'à partir du R0, donc le nombre de reproductions de base, l'épidémie s'arrêtera quand 60% de la population sera infectée, ou alors 60% de personnes protégées par un vaccin si un vaccin était disponible. Mais globalement, quand une immunité, qu'elle soit naturelle ou liée à un vaccin, touchera 60% de la population, l'épidémie s'arrêtera faute de combattants, car il n'y aura plus assez de personnes susceptibles pour qu'une épidémie se développe. C'est ce qu'on appelle l'immunité de troupeau ou herd immunity en anglais. Ce chiffre, vous l'obtenez simplement en faisant R0 moins 1 sur R0, avec un R0 qui serait égal à 2,5. Où est-ce qu'on en est maintenant par rapport à... Pardon, c'est 1 moins... C'est pas, la formule est fausse, hein, c'est 1 moins 1 sur R0, excusez-moi. Corrigez, je suis désolé pour cette erreur là-haut. Ce qui veut dire que si vous avez une épidémie qui va sans être freinée, si on la laisse aller, qu'on ne fait aucune mesure de contrôle, le R0 s'applique, hein, puisque c'est celui qui s'applique en absence de mesure de contrôle, et vous aurez une épidémie qui peut aller assez vite. Dans ce papier de Roy Anderson dans le Lancet, en l'espace de 3 mois, vous aurez effectivement 60% de la population qui va être infectée et l'épidémie s'arrête faute de combattants. Si vous faites comme ce qu'ont fait les Chinois, vous appuyez très fort, vous arrivez à empêcher l'épidémie, mais dès que vous relâchez la pression parce que les mesures que vous avez prises ont un coût social, politique, économique trop fort, eh bien, tant qu'il y aura des personnes qui peuvent être infectées, elles seront infectées et vous retrouvez vos 60% avec l'air sous la courbe, mais plus étalé dans le temps. Bien sûr, si entre-temps vous avez trouvé un traitement ou un vaccin, vous pouvez les utiliser, vous avez gagné du temps et ça a un impact. Mais les mesures telles qu'elles ont été prises à Wuhan ne peuvent pas être maintenues sur la durée. D'ailleurs, ils ont déjà dû retirer un petit peu le couvercle, soulever le couvercle pour permettre un peu à la vapeur de s'échapper. Ce que nous, on cherche à faire en France, c'est ce qu'on appelle social distancing, qui consiste à prendre des mesures à la fois de protection individuelle, avec tout ce qu'on vous dit sur le lavage des mains, tousser dans votre coude, mouchoir à usage unique, et distanciation sociale. Ça commence par ne pas se serrer la main, puis ça continue avec des choses qui peuvent être des fermetures de bars, restaurants, lieux publics, interdiction d'événements, les écoles éventuellement, les grands rassemblements, tout ça. Si vous avez toutes ces mesures qui sont en place, avec un degré suffisamment calculé pour que leur coût économique, social ne soit pas trop fort, vous pouvez limiter le pic de l'épidémie et vous récupérez vos 60% sur une courbe qui est moins aiguë. Pourquoi c'est important et cette information est capitale ? C'est important parce que quand vous avez une épidémie qui est très forte, avec une intensité de cas importante dans le temps et dans l'espace, vous saturez vos services de réanimation. Vous ne pouvez pas prendre en charge tous les patients. C'est ce qui est en train de se passer dans le nord de l'Italie, où, avec le pic épidémique qu'ils ont vécu, ils n'ont pas pu, sur la Lombardie, prendre en charge tous les patients sévères. Et comme vous le savez, depuis 3 jours, ils font le tri. C'est-à-dire que les patients qui ont un pronostic favorable pour la réanimation, on les envoie. Les personnes qui ont trop de comorbidités ou trop âgées sont renvoyées à domicile et ne sont pas traités, d'où la mortalité à 5% qu'ils observent. Ça peut être évité, et c'est toute la stratégie de ce qui est fait aujourd'hui en France, en ralentissant l'épidémie, avec ces mesures que je vous ai citées de barrières individuelles et de distanciation sociale, pour étaler dans le temps et dans l'espace les cas, ce qui permet à la fois à la population d'acquérir une immunité et donc éventuellement de bénéficier un jour de cette immunité de troupeau, éventuellement renforcée par un vaccin quand elle sera disponible, et surtout de ne pas se retrouver en surcharge locale et temporelle de cas aigus qui ne peuvent pas être pris en charge par les services de réanimation parce qu'ils ne sont plus disponibles. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire, en espérant aussi sortir de l'épidémie de grippe qui se terminera dans 3 semaines, qui prend des lits et qui rend le diagnostic plus difficile. Et le temps gagné, ça peut être une chance éventuellement vers aussi des traitements à moyen terme, dans les 6 mois, un vaccin à 18 mois. Mais voilà vraiment
ce qui se passe quand vous ne faites rien, ce qu'on essaie de faire en France, ce que les Chinois ont essayé de faire, et je ne peux pas encore vous dire qu'est-ce qui est la meilleure solution, parce que c'est un compromis entre des mesures qui peuvent être à la fois efficaces sur le devenir de l'épidémie, mais un coût social, politique et économique considérable, avec beaucoup d'effets indirects, y compris sur la santé des personnes qui ne sont pas touchées par ce coronavirus. Merci pour votre attention. Et une fois de plus, désolé pour cette faute, c'est 1 moins 1 sur R0. Okay. Je m'en voudrais pendant très longtemps. Oh. Bon, ok, merci beaucoup. Et comme on l'avait dit au début de la séance, on va prendre 5 minutes de questions à Arnaud qui doit nous quitter et on prendra les autres orateurs après. Donc, ceux qui ont des questions brûlantes, Monsieur Yves Agide. De quoi il meurt? Alors, on a, pour les patients qui sont... donc c'est une pneumopathie virale. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il y avait 3 tableaux, en fait. Il y a un tableau de personnes qui vont arriver, faire une pneumopathie, pour les pneumopathies, une pneumopathie classique, ils guérissent en 1 semaine, tout va bien. Ce deuxième tableau dont je vous ai parlé, l'homme jeune, 30 à 50 ans, lui, il a une évolution favorable, détérioration au 8-10e jour, comme pour le SRAS, comme pour les grippes pandémiques, un tableau de réaction immunologique paradoxale qui n'a d'ailleurs jamais bien été décrit et expliqué et qui, à l'origine de cette inflammation aiguë, entraîne le décès avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë, complications de la réanimation, insuffisance rénale, etc. Le troisième tableau sont des sujets âgés qui arrivent d'emblée avec une forme de pneumopathie virale foudroyante, qui passent tout de suite en réanimation et qui se détériorent assez rapidement. Il y a eu très récemment une publication chinoise qui montrait aussi aux autopsies des pneumopathies à pneumocoque. Et ceux qu'on voit classiquement, d'ailleurs en post-épidémie de grippe, et qui vont amener probablement, alors bien sûr ici à couvrir avec des antibiotiques, également envisager des vaccins préventifs contre le pneumocoque. Ok, merci. Jean-François Bach. Sur du risque élevé chez les personnes âgées, moi j'ai 2 questions. À partir de quel âge l'âge vraiment devient important? Et deuxièmement, comment se situent respectivement les personnes âgées avec et sans comorbidité par rapport au risque? Alors, je n'ai pas de réponse à votre deuxième question, puisque les données stratifiées par âge et par comorbidité ne sont pas disponibles. Les seules données qui ont été publiées jusqu'à présent sont des données qui ne font pas cette distinction. Sur la première question, sur l'âge seuil, parmi les décès, 80% ont plus de 60 ans, 20% ont moins de 60 ans. 20% en dessous de moins de 160 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que ce qu'on voit avec une grippe saisonnière. Ça rejoint le tableau que vous avez décrit de ces pneumopathies chez les jeunes. Pour les personnes les plus âgées, alors les taux de létalité dont on dispose sont malheureusement ceux qui nous viennent de Wuhan, où, comme je vous le disais, ils étaient dans une situation de surcharge hospitalière et de prise en charge qui n'était pas celle qu'on observerait dans des pays industrialisés, et donc des chiffres excessifs par rapport à ce que, je pense, on observera en France ou ailleurs. Sur les plus de 70 ans, 15% de décès, mais je pense que ce sera moins en France, une fois de plus, parce que la prise en charge sera de meilleure qualité. On est à peu près à 8% entre 70 et 60, 5% entre 60 et 50, et en dessous, ça descend très rapidement vers moins de 1%. Donc ça commence à 50%, et ça s'aggrave beaucoup après 70 ans, mais je vous rappelle que c'est dans des conditions de prise en charge de patients qui étaient celles de Wuhan, avec des hôpitaux totalement débordés. Patrick Couvreur. Oui, moi j'ai une question. Bonjour. J'ai une question en ce qui concerne les masques. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on voit énormément de gens qui portent des masques, etc. Alors d'un point de vue épidémiologique, alors on nous dit ici que bon, le port du masque, c'est peut-être pas quelque chose d'important. Alors ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on dit que c'est pas important parce qu'on n'en a pas? Et 2, d'un point de vue épidémiologique, est-ce qu'on a des données qui montreraient que le port du masque, par exemple dans les transports en commun, n'est pas utile ou est moins utile que ce qu'on peut imaginer? D'accord. Alors sur la partie données épidémiologiques, port du masque chez des usagers courants, je n'ai pas de données. Sur les personnels hospitaliers, en revanche, pendant l'épidémie de SRAS, qui était un virus un peu différent, on montrait bien que le port du masque diminuait de 50% le risque d'être infecté. Après, il y avait d'autres voies de pénétration possible du virus, mais ça avait, chez le personnel soignant, un effet d'une diminution d'à peu près 50%. Effectivement, la priorité aujourd'hui, c'est de protéger les personnels soignants. Ces virus, d'abord le SRAS et le MERS, mais également celui-là, ont un tropisme hospitalier particulier, et quand cette épidémie se développe dans les hôpitaux,
c'est une désorganisation complète du système parce que vous devez prendre en charge les soignants, les autres patients, réorganiser complètement votre hôpital. Et la priorité est effectivement que le masque FFP2 qui vous protège par rapport à un patient infectieux soit réservé au personnel soignant. Le masque chirurgical, comme vous savez, c'est pour une personne en population générale qui se sentirait malade pour protéger son entourage parce que ça protège contre la projection des gouttelettes. Maintenant, est-ce que ça aurait du sens de porter un masque FFP2 quand on est dans la... Tout dépend du niveau de l'épidémie et de ce que vous faites. Avec le niveau d'épidémie actuel en France, ce ne serait pas nécessaire. Si en revanche, j'avais vécu dans l'épicentre de Wuhan au moment où le virus circulait partout, si j'avais eu à sortir dehors, j'aurais pris un masque pour les moments où j'étais en contact étroit avec d'autres personnes parce qu'effectivement, naturellement, ça devait vous protéger. Mais seulement pour les moments où j'étais en contact étroit avec d'autres personnes. Contact étroit, c'est moins de 2 mètres. On dit aussi que c'est les contacts étroits et prolongés qui sont les plus à risque. Donc, je leur ai réservé pour ce type de situation. Après, la manipulation du masque n'est pas forcément facile. On peut faire beaucoup d'erreurs contaminantes. Et donc, il faut aussi savoir s'en méfier. Merci. Bon, je prends une dernière petite question. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la mesure de fermer les frontières ? Alors, la mesure de fermer les frontières, clairement, toutes les modélisations du monde va retarder de quelques jours au maximum semaines l'introduction du virus qui de toute façon rentrera parce que les fermetures de frontières ne sont jamais hermétiques. Donc vous gagnez un peu de temps avec un coût économique, social considérable. Donc elle n'est pas recommandée par l'OMS et par tous mes collègues modélisateurs que je connais. Bon, Arnaud, je crois qu'on va être obligé de passer aux interventions suivantes. Un grand merci. Donc, l'intervention suivante va être donnée par Philippe Sansonetti de l'Institut Pasteur, comme je vous l'ai dit. Merci Philippe. Au revoir. Non, c'est pas ça. Et mon nom dessus. Voilà, c'est ça. Et on peut passer les diapos. Ok. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. J'avais dit que je ne ferais pas de diapos, et puis j'ai préféré en faire au dernier moment pour avoir un support visuel. Ne sont pas de la plus grande qualité, je vous demande de m'en excuser. Je vais essayer de faire quelque chose qui finalement est très complémentaire de ce que vient de dire Arnaud Fontanet. En fait, c'est de parler du virus, de parler des circonstances de l'émergence, et puis d'essayer de décanter un petit peu, si on peut dire, certaines priorités de la recherche. Et je pense que l'Académie des sciences est sans doute intéressée dans cet aspect-là des choses. Tout d'abord, un peu de nomenclature. Covid-19, parce qu'il y a beaucoup de confusion, en particulier dans les médias. Covid-19, c'est la maladie, Coronavirus Disease. 19, et le nom véritablement labellisé par l'OMS, c'est SARS coronavirus 2, et vous verrez pourquoi c'est appelé comme ça. Donc les coronavirus, c'est une grande famille de virus à ARN simple brun positif, c'est-à-dire qu'en fait, ils codent directement leurs protéines à partir de ce brin positif, et c'est un grand génome, comme on l'a dit, c'est un des plus grands génomes viraux de l'ordre de 30 kilobases. Alors c'est un grand groupe, c'est pas nouveau les coronavirus. Il y a les grandes familles, les alphas, les bêtas qui touchent les mammifères, dont l'homme. Les alphas, c'est plutôt des pathologies respiratoires et intestinales, en particulier chez l'enfant, le plus souvent tout à fait bénignes, mais on vit au fond dans un monde de ces coronavirus. Avec l'adaptation très ancienne, on n'est pas du tout là dans des problématiques de saut d'espèces. Et puis il y a les bêta qui causent des pathologies extrêmement sévères et auxquelles appartiennent le SRAS, bien entendu, coronavirus 1, le MERS, Middle East coronavirus, il y a en 2012, vous avez la date ici, et puis ce nouveau SARS coronavirus 2. Ce sont des zoonoses. Et donc, ce sont des sauts d'espèces, et on en est finalement à notre troisième saut d'espèces sérieux de ces coronavirus bêta dans l'espèce humaine. Et puis, il y a la gamma et les delta, on ne s'en préoccupe pas puisque ça concerne les poissons et les oiseaux.
qu'on peut dire aussi de façon positive, parce qu'il y a des aspects positifs, c'est l'extraordinaire rapidité à laquelle le diagnostic de cette nouvelle infection, de cette émergence virale, a été effectué, puisqu'avec le séquençage profond, avec tout ce qui sont les séquençages de nouvelle génération et la bioinformatique, le diagnostic partant de zéro de ce virus présent chez l'homme infecté et de sa nature, par, bien entendu, l'approche moléculaire, a été fait en quelques jours, et on a pu, dans les jours qui ont suivi, partout dans le monde, mettre en place une QRT-PCR qui a permis de faire le diagnostic sur les échantillons des patients. Si vous regardez ça à l'aune du diagnostic et de l'identification du virus VIH en 1983, où il a fallu cultiver ce virus des mois et des mois, on s'aperçoit quand même de l'accélération scientifique dans ce domaine et de l'apport des nouvelles technologies du séquençage dans la prise en charge et le contrôle, si possible, des maladies infectieuses. Alors, ce que vous voyez sur cette diapositive dans la partie haute, c'est qu'en fait, ces virus, le coronavirus, le SARS coronavirus 1, le MERS coronavirus, le SARS coronavirus 2 dont on parle maintenant, et puis les virus de chauve-souris, les coronavirus bêta de chauve-souris, se retrouvent dans un groupe assez homogène avec beaucoup d'homologie, puisque, par exemple, avec les coronas de chauve-souris, on a quelque chose comme 96% d'homologie avec le SARS coronavirus 2. Donc on est dans des groupes et des lignages de virus extrêmement proches les uns des autres, et on commence tout de suite à percevoir cette notion de possibilité de passage d'une espèce à une autre. Alors, ce virus, je pense que Félix vous en reparlera, bien entendu. Il y a deux parties, vous le voyez d'ailleurs sur la diapositive précédente. Il y a un grand transcrit unique qui code pour 16 protéines. Il va y avoir ensuite l'activité d'une protéase. Tout ça, ce sont les protéines non structurales qui sont impliquées dans la replication du virus. Et puis, il y a 4 transcrits indépendants. Pour la protéine S, la protéine spike, c'est celle qui sort de la surface du virus, qui lui donne un peu cet aspect de couronne, en fait, avec l'autre protéine qui est la protéine de membrane qui lui donne cet aspect, au fond, cette courbure particulière, donc une couronne puisqu'il est rond avec ces spicules qui en sortent. Et puis il y a la ribonucléoprotéine et la protéine E qui est la protéine d'enveloppe qui est importante pour l'assemblage et la libération du virus. Alors la protéine S, la protéine spike, elle est essentielle parce que c'est celle qui va se fixer, en fait, s'associer au récepteur du virus. Et ça, c'est le cas pour les 3 virus dont on vient de parler parmi ces bêta-coronavirus. Covid-19, c'est un cas d'école d'émergence infectieuse due à un saut d'espèce. C'est une zoonose, et je vous rappelle que 63% dans l'étude qui avait été publiée en 2008, des nouvelles maladies infectieuses émergentes sont des zoonoses et sont pour l'essentiel dues à des sauts d'espèces. Donc, le succès du saut d'espèce dépend en fait de l'adaptation du virus transmis à l'espèce humaine, bien entendu. Si l'adaptation est mauvaise et que le taux de mutation adaptative est faible, on va, au fond, avoir des événements qu'on appelle de spillover, mais pas de multiplication, ou en tout cas pas de développement de la maladie chez l'homme de façon spectaculaire, et bien entendu pas de transmission. Néanmoins, dans ces conditions-là, on a quand même possiblement 2 cas de figure, soit celle que je viens de montrer ou de mentionner, c'est-à-dire au fond un événement abortif qui n'apporte rien de particulier sur le plan symptomatique et surtout pas de transmissibilité. Mais on a des exceptions à cette règle, en particulier la grippe H5N1, la grippe aviaire, qui va lors de la contamination directe de l'homme par l'oiseau infecté, donner lieu souvent à une pathologie dramatique, puisqu'on a eu très peu de cas de grippe H5N1, pas plus d'1 millier, mais 60% de mortalité. Donc une expression d'un saut d'espèce abortif, mais au prix d'une réponse de l'organisme extrêmement violente, d'un décès de l'individu et, bien entendu, par définition, à ce moment-là, peu de chances de transmission vu la voie de transmission de ces micro-organismes. Par contre, si on a une relativement bonne adaptation humaine, le développement va se faire de ces virus qui viennent de l'animal, dont l'espèce à partir de laquelle ils ont sauté à l'homme, d'autant plus que
au-delà de cette adaptation dans le réservoir, il y a aussi éventuellement des mutations adaptatives précoces qui sont favorisées par le fait que, en particulier chez le coronavirus, l'ARN polymérase n'est pas fidèle et donc fait beaucoup d'erreurs et donne au fond une capacité au virus d'évoluer très très rapidement et de s'adapter à un certain nombre de situations. Donc au fond, on se trouve dans cette situation-là où le SARS coronavirus 2, il a fait le saut d'espèce, il est maintenant établi chez l'homme, bien entendu. Il a une pathogénicité qui va varier dans ces situations de saut d'espèce avec replication et transmissibilité possible, de forme très grave. C'est ce qu'on a vu, on l'a entendu avec le SARS et avec le MERS coronavirus. Le SARS, 10% de mortalité, le MERS coronavirus, 37% de mortalité. Donc la gravité peut rester malgré l'adaptation de ce virus à l'autre. Et puis, pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien, bien entendu, d'autres virus vont, comme le SARS coronavirus 2, être moins pathogènes. On a parlé des 2% de taux de mortalité pour simplifier la situation, mais par contre beaucoup plus transmissible. Et il y a un secret, là, c'est ce que Charles Nicolle appelait le génie évolutif des maladies infectieuses, d'essayer de comprendre cet équilibre, cette balance entre pathogénicité et transmissibilité. Et là, il y a un secret intéressant à voir sur le saut d'espèce. Alors, quand on a ce saut d'espèce efficace, on a bien entendu la démultiplication à tous les niveaux de la planète par l'augmentation, bien entendu, stable des transports aériens. En particulier, en 2018, l'IATA parlait de 4 milliards de passages aériens, ce qui est bien entendu tout à fait considérable et montre à quel point ces maladies sont des maladies en fait de la mondialisation. Alors, c'est aussi typique donc de maladies virales émergentes parce qu'il y a un réservoir naturel qui est, à n'en pas douter, la chauve-souris. Encore une fois, le SARS coronavirus 2 est très proche, 96% d'homologie. Mais on a aussi, le plus souvent, un réservoir intermédiaire, un animal qui est plus proche de l'homme et auprès duquel l'homme, d'une manière ou d'une autre, va se contaminer. Dans le cas du SARS coronavirus 2, on pense, vu l'endroit où la maladie a commencé, les cas index dans ce marché de Wuhan, qui était un marché aux poissons, mais on a dit que ces coronavirus de poissons ne nous intéressaient pas. On vendait aussi sous l'étal, si l'on peut dire, des animaux sauvages, en particulier des pangolins. Et il semble de plus en plus que le virus du pangolin, et mes collègues de l'Institut Pasteur de Shanghai travaillent pas mal là-dessus à l'heure actuelle, soit vraiment très très proche. Et ce serait une indication que cette fois-ci, ce serait peut-être cet animal intermédiaire qui a transmis la maladie. Je vous rappelle que pour le SARS, c'était la civette palmée, et que pour le MERS, ce sont les camélidés, ce sont les chameaux donc dans la péninsule arabique qui étaient au fond, réservoirs de proximité, sachant que dans tous les cas de figure, c'est très probablement la chauve-souris qui est le réservoir initial. Alors ça, c'est pas propre à ces pathologies de coronavirus. Dans Ebola, on sait que c'est les grands singes. Dans Nipah, c'était les élevages de porcs. Mais dans tous les cas, c'était la chauve-souris. Donc, comme vous le voyez, le rôle de l'homme dans ces émergences est essentiel. Il y a toute une sociologie, une écologie, une climatologie de l'émergence. On en a parlé rapidement aussi avec Arnaud, qui devient extrêmement importante à prendre en considération. Alors, le récepteur du SARS, le récepteur sur lequel se fixe cette spike protéine, que ce soit pour le SARS coronavirus 1 et fort probablement pour le SARS coronavirus 2, d'après les papiers qui sont tout juste en train de sortir, c'est très intéressant, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, ACE2. Ça n'a pas été fait au hasard probablement, mais c'est quand même bizarre qu'un virus choisisse ce type de récepteur pour se fixer sur les cellules, et ce récepteur permet son internalisation dans les cellules. Il y a sans doute des récepteurs alternatifs, mais pour l'instant, ils ne sont pas du tout connus. Alors le MERS coronavirus, c'était plutôt la dipeptidylpeptidase peptidase CD26, mais on est dans des situations qui sont peut-être relativement proches. Alors, l'interaction avec la spike protéine,
elle est importante parce qu'au fond, elle va se fixer sur cette ACE2 et ce dont on s'aperçoit, parce que maintenant tout le catalogage de ACE2 dans les différentes espèces est fait, et que les diverses molécules d'ACE2 ont beaucoup d'homologie, et ça pourrait expliquer cette espèce de promiscuité et de capacité de passage plus facile des coronavirus des animaux à porteurs à l'homme. Et ça, c'est très inquiétant parce que coronavirus devient probablement ou vient en tête de liste des prochaines émergences. On pense déjà aux émergences à venir, et ça a bien entendu une conséquence sur le domaine de la santé publique et des mesures à prendre. Alors, dans la pathogénicité, au fond, un élément qui est essentiel, c'est la réponse immunitaire, et on va y revenir. On a parlé de la transmission, donc je ne rentre pas dans les détails. Le virus est retrouvé dans les selles et dans les urines. On ne sait pas très bien à l'heure actuelle si c'est un mode de contamination complémentaire. Les travaux sont en cours. Les formes graves, on l'a dit, surtout les sujets âgés avec des maladies chroniques sous-jacentes. Il y a un aspect systémique. On commence à voir toutes les études cliniques maintenant qui sortent, qui montrent qu'il y a chez les formes graves un syndrome inflammatoire important. Je vous ai détaillé les éléments biologiques de diagnostic avec cette notion qu'a mentionnée Arnaud de rage cytokinique. Et puis, bien entendu, localement, il y a ce problème dramatique qui, en fait, peut-être on utilise le terme de façon un petit peu trop large, mais le syndrome de détresse respiratoire aiguë qui, une fois en place, a une mortalité de l'ordre de 50% malgré tous les efforts. Et en fait, ce syndrome de défaillance respiratoire aiguë, c'est une vraie destruction massive de ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire, c'est-à-dire cette barrière entre les vaisseaux capillaires du poumon et l'alvéole pulmonaire. Si elle est détruite, bien entendu, l'absorption d'oxygène ne se fait plus et on est dans une situation d'insuffisance respiratoire aiguë avec cet aspect sur la radio que vous voyez en haut d'images opalescentes qui correspondent en fait à un œdème pulmonaire global et la destruction massive des alvéoles par la réaction inflammatoire que vous voyez au-dessous. Alors, cette réponse innée semble être un élément moteur de ce syndrome de défaillance respiratoire aiguë. Et au fond, il faut quand même commencer à essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a d'abord et avant tout probablement un rôle du virus qui, via son récepteur, va se fixer sur un certain nombre de cellules, les pneumocytes de type 2, l'endothélium vasculaire, cible au fond cette barrière alvéolo-capillaire. Donc on a un effet probablement direct du virus. Il y a aussi un autre effet qu'il va falloir discuter et réfléchir dans l'accentuation du problème pathologique, c'est le rôle que peut jouer éventuellement l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 dans cette physiopathologie. Et je pense qu'il y a là, et peut-être on en rediscutera, des éléments vraiment importants à prendre en considération. Ce qui est important, c'est que le virus a la capacité de faire diminuer la production d'interféron gamma de type 1, qui est la molécule primordiale dans la lutte contre l'infection virale. Ceci associé à cette destruction des cellules directement par le virus et par la réaction inflammatoire liée à la présence du virus va installer cette pathologie dont je vous ai parlé et qui en fait est la pathologie qui tue. Je ne vous parlerai pas de la réponse adaptative, ça nous mènerait sans doute trop loin. Je voudrais juste terminer sur la problématique et les priorités. En fait, si on regarde les priorités, en matière de thérapeutique, on a des formes bénignes, on oublie, on a des formes graves, on n'oublie pas, parce que c'est ça, bien entendu, qui va tuer les patients. Alors, on va vers des traitements spécifiques. Jusqu'à présent, on a été purement symptomatique avec les patients. Il y a la sérothérapie. Ça n'a pas très bien marché avec le SRAS. Il y a des nouveaux systèmes maintenant pour faire des anticorps monoclonaux qui sont neutralisants. On ne les a pas encore testés véritablement en clinique, donc on ne peut pas savoir si ça va marcher. Et puis il y a les médicaments, il y a les molécules. Il nous faut des antiviraux. Pour l'instant, toutes les approches qui consistent à faire du repurposing, comme on dit en anglais, du repositionnement des molécules, ne sont pas très encourageantes. L'association interféron-ribavirine n'a pas donné de très très bons résultats.
Il y a toute la batterie des molécules anti-VIH, les inhibiteurs de protéases en particulier, les inhibiteurs de polymérase, qui sont en train d'être utilisés, mais on n'a pas encore de résultats. Il y a la chloroquine, bien entendu, qui est en train peut-être de montrer le bout de son nez, si on peut dire. Et puis, je voudrais insister sur le fait qu'on a parlé de ACE2, on a parlé de système rénine-angiotensine, de déséquilibre de ce système par le capping de ce récepteur par les virus. Et peut-être qu'il y a là aussi quelque chose à faire, car on sait que ce déséquilibre de la balance, même hors de l'infection coronavirus, est très important dans, au fond, le déséquilibre de l'homéostasie de la barrière alvéolo-capillaire. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement pousser en matière de recherche fondamentale et en matière de recherche translationnelle et pharmaceutique. Il faut un vaccin. Il nous faut un vaccin, je dirais presque émotionnellement, il y en a assez de ces maladies émergentes pour lesquelles tout le monde se mobilise, tout le monde s'inquiète. On l'a vu avec Ebola, on l'a vu déjà 2 fois avec le SRAS et le MERS, et on n'a toujours pas de vaccin parce que la maladie est contrôlée avec le temps, avec des efforts absolument invraisemblables, et on oublie le vaccin. Il faut un vaccin parce que, vu le profil évolutif de ce virus, quoi qu'on en dise, en particulier dans certaines régions où on ne pourra pas appliquer ces mesures de prévention par le confinement et autres, on va créer un réservoir chronique de ce vaccin probablement. Et si on veut éradiquer, il faut absolument avoir un vaccin. On ne l'aura pas avant un an et demi. Ces vaccins à mettre au point dans les maladies émergentes, d'ailleurs, changent totalement le paradigme de production de vaccins à l'heure actuelle pour essayer d'accélérer le phénomène. Un vaccin classique, c'est entre 8 et 12 ans. Il est évident que ça n'est pas le temps de l'urgence d'une maladie émergente. Donc beaucoup de paradigmes sont en train de sortir, en particulier dans la modalité des essais cliniques, qui permettent éventuellement d'accélérer. Mais encore une fois, on n'y est pas encore. Priorité, antiviraux, prévention de la destruction de la barrière alvéolo-capillaire et vaccin. Merci. Bon, merci beaucoup Philippe. On va prendre quelques questions avant de passer à Félix quand même. Le spécialiste du système rénine à ma droite voudrait poser une question. Non, ça, voilà. Je suis désolé d'avoir travaillé uniquement sur S1 et non pas sur S2. Quelle erreur! Exactement, mais je voudrais quand même savoir si tu penses réellement que S2 est le récepteur ou c'est un co-récepteur. Parce qu'on a déjà incriminé S2 pour avoir suivi la littérature sur ce homologue lointain au passage de S1. Donc, est-ce que c'est vraiment le récepteur ou est-ce que c'est un des co-récepteurs d'entrée de virus? Bon, il y a peut-être des récepteurs annexes. On sait très bien que de toute façon, dans l'entrée des virus dans les cellules, c'est une succession de récepteurs à différents niveaux. Mais le récepteur qui est vraiment apparaît, et ça a été montré avec le SRAS, ça date pas des 3 derniers mois, c'était vraiment... et avec des editing de génome et des knockouts et ainsi de suite, c'est quand même ACE2 qui est le récepteur, et qui non seulement est le récepteur, mais qui en plus a l'air d'être l'élément essentiel pour médier l'internalisation du... Et donc c'est important, je crois, parce qu'au fond, je discutais avec des cardiologues, ACE2 est très présent dans l'endothélium pulmonaire, c'est une des zones importantes de dégradation de l'angiotensine, en fait, finale, et je pense qu'il y a quelque chose là, qu'il faut absolument qu'on explore de façon étroite. Je sais que Penninger est en train de travailler là-dessus, mais il y a sûrement place pour de la pharmacologie à terme, et qui pourrait servir d'ailleurs au-delà du coronavirus dans les SDRA en général. Mais les deux récepteurs sont vraiment différents, vraiment très différents. Il y a 80% d'homologie. Ouais. Ah ouais, c'est ça. 70 à 80% d'homologie entre les deux. Ouais. Mais les fonctions sont quand même radicalement les fonctions différentes. sont radicalement différentes. Il y en a un qui d'ailleurs compense les fonctions de l'autre. En fait, S2, c'est un vasodilatateur. Non. Je ne discuterai pas. Ok, je prends 2 questions. Jean Wessenbach. Est-ce qu'il y a du polymorphisme sur ACE2? Oui, mais c'est ça. Il y a sûrement la base, je ne sais pas. Ce qui a été montré, c'est globalement qu'il y a une très grande homologie, proximité d'espèce à espèce. Maintenant, qu'il y ait du polymorphisme chez l'homme, franchement, je ne sais pas.
Mais ce serait sûrement, je sais que Jean-Laurent Casanova est déjà sur la recherche de génétique, de sensibilité, pardon, et peut-être va tomber sur des polymorphismes sur S2. Ce serait extraordinaire. Ce serait sympa. Ouais. Bernard Roch. On sait déjà depuis longtemps qu'il existe des inhibiteurs de la CE1 et la CE2, puisque effectivement il semble que ce soit le mélange des deux, si je puis dire, ou la permanence des deux qui permet l'interaction avec la membrane et l'entrée du virus. Est-ce que vous avez déjà, enfin, est-ce que des études sont déjà faites sur la possibilité de faire des mélanges, par exemple, d'inhibiteurs de la CE1 à CE2? Ouais. Tous les deux sont très connus, bien entendu. Oui, inhibiteur d'ACE1, d'ACE1, oui. C'est pas vraiment, je pense, a priori pertinent. Au contraire, a priori, je parle sous le contrôle de l'expert, ça risquerait même d'aggraver la situation. Pour ce qui concerne S2, honnêtement, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai vu comme inhibiteur, je ne sais pas s'ils sont passés en clinique, les inhibiteurs de S2. C'est plutôt des molécules expérimentales. Oui, il y en a. Il y en a qui sont passés en clinique. Oui, je crois, oui. Oui. Oui, c'est pour ça. Donc, je pense qu'on est au début de quelque chose. D'accord. Mais une question complémentaire. Vous parlez d'antiviraux. Est-ce que tous les antiviraux qui ont été étudiés contre le virus du sida, par exemple, ont un potentiel pour le virus? On pense que les inhibiteurs de protéase, par exemple, pourraient avoir une activité croisée et on pourrait faire du repositionnement. C'est intéressant aussi parce qu'on raisonne toujours comme si on voulait un antibiotique, c'est-à-dire comme si on voulait guérir complètement la maladie. Oui. Et on peut maintenant, sans vaccin en particulier, avec des médicaments qui ne marchent pas très bien éventuellement, réduire suffisamment la charge virale des patients pour limiter la circulation du virus. Donc c'est plus, je dirais, un effet global qu'un effet individuel. Mais je crois qu'il faudra s'y mettre rapidement s'il y a des effets même, pas à 100% curatifs. Parce que quelle est la grande spécificité de l'un par rapport à l'autre pourquoi on ne pourrait pas utiliser les anti-HIV1 contre le... Parce que pas la même protéase. Voilà, il y a des différences d'affinité pour les molécules. Je pense mais la démarche est la même. En fait, les cibles sont... Je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur les inhibiteurs de protéase de corona. D'accord. Merci. D'accord. Bon, merci beaucoup, Philippe. On va passer aux structuralistes. Merci beaucoup. C'était super. Donc voilà, j'ai un pointeur. Donc, merci beaucoup de l'invitation. C'est un vrai privilège d'être là et vous parler du coronavirus 2. Il y a un problème, non? On a changé d'ordinateur. Moi, je croyais que c'était exprès. Non. Il y avait écrit, il y avait mon nom. Là, ça, c'est Félix Ray, apparemment. Ah bah oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Unité. J'ai passé mon unité de virologie structurelle. Unité de virologie. C'est trop drôle. Ça, c'est le CNRS et l'Institut Pasteur, Paris. Bon, on va voir ce qui se passe après. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer après, oui. D'accord, donc ça va mieux. Merci Philippe pour l'introduction. Donc on ne s'est pas concerté pour les topos, mais il n'y a pas tant d'overlap que ça. Simplement, Philippe vous a déjà dit que c'est un virus enveloppé. Là où j'ai une précision, c'est un virus à ARN. Et c'est parmi les virus à ARN qui a un génome extrêmement grand. Il y a des virus comme les herpès qui ont 100 kilobases, des virus à ADN, ou les poxvirus, il y a le cytomégalovirus qui a 200, et même le mimivirus, celui qui a bouché le pôle de Marseille, il a un génome qui est plus gros que de certaines des bactéries, je crois. Donc, il faut savoir qu'on connaissait pendant longtemps les coronavirus, c'était des virus saisonniers qui causaient du rhume ou des choses pas très graves, donc on ne s'intéressait pas beaucoup. C'était des virus pathogènes des animaux, et par exemple à l'INRA, il y avait une équipe vraiment extrêmement performante, Huberlode à l'époque, qui travaillait sur le virus de la gastroentérite porcine,
qui était un vrai problème. Mais dernièrement, chez les humains, il y a eu ces apparitions-là dont vous avez entendu. Depuis 2003, l'apparition du SARS. En 2012, le MERS, coronavirus, et maintenant nous avons le SARS ici. C'est la phylogénie, vous montre ici la famille. Philippe vous a déjà à peu près introduit ceci. Et ici, si vous regardez la phylogénie et les virus, le SARS coronavirus de 2003 est ici, parmi des virus de chauve-souris, dans toute cette série-là. Et le nouveau est apparu là, très proche d'autres virus de chauve-souris. Ce n'est pas la peine d'essayer de lire. Là, c'est simplement pour vous montrer la distribution. Et le MERS coronavirus, il est plus distant, mais c'est un virus qui provient d'une autre espèce de chauve-souris. Et comme Philippe vous l'a dit, c'est le saut d'espèce qui est très important. Et un des joueurs major players, comme on dit, cette glycoprotéine de surface, le spicule, c'est qui donne au virus cette forme de couronne que nous demandait André. Et qui, elle, c'est responsable donc de l'interaction avec un récepteur, mais aussi cette protéine-là qui va permettre au virus d'entrer parce qu'elle est responsable de la fusion de la membrane du virus que vous avez ici avec la membrane cellulaire. Vous savez que tous les virus enveloppés doivent, pour pouvoir décharger le génome viral qui est à l'intérieur de la membrane, ils dépendent de la fusion de cette membrane pour pouvoir libérer les génomes. Et cela est fait par cette protéine-là qui est maintenue à la surface du virus d'une façon métastable, qui s'appelle la forme préfusion. Et lors des interactions avec récepteurs, par exemple S2 ou pour HIV CD4 et le co-récepteur, elles induisent un changement de conformation, ce qui va faire qu'un petit morceau de la protéine qui est hydrophobe va être projeté contre la membrane cellulaire et il va s'y insérer et le changement conformationnel va finir pour former ce qu'on appelle une épingle à cheveux qui va ramener la partie ancrée dans la membrane virale, la partie C-terminale, juste apposée à cette partie insérée-là et ce qui va aller conduire ce port de diffusion. Alors il faut savoir que donc, cette forme-là, c'est une forme inactive, c'est la forme post-fusion puisqu'elle a atteint son minimum d'énergie et elle devient inactive. Mais elle a fait son job, les membranes ont fusionné. Par contre, celle-ci est la cible des anticorps neutralisants, des anticorps qui vont vous protéger. Et le problème, c'est d'arriver à la protéger parce que lorsqu'on fait des formulations présentant cette protéine pour que dans un vaccin, on ait des anticorps qui nous protègent, souvent, elles changent de conformation de façon directe et vous n'avez plus l'immunité. C'était un problème assez grave, par exemple, pour la bronchiolite ou pour beaucoup d'autres virus. Alors, bon, il y a quelques années, nous avons travaillé sur le virus murin, dans lequel nous avons eu la structure par microscopie électronique. Hélas, le microscope à Pasteur ne fonctionnait pas en 2016 encore, donc on a fait en collaboration à Seattle, on a envoyé la protéine là-bas. Et donc là, c'était merveilleux d'avoir une structure atomique sans avoir à faire des cristaux. Pour nous, c'était... Et c'est qui montre que cette forme préfusion a la protéine qui est un trimère, la protéine S, qui doit être coupée par une protéase en deux sous-unités, S1 et S2, qui forment un trimère. S1 a le domaine d'interaction avec le récepteur, est montré ici en couleur, et S2 est la partie C-terminale, donc on avait coupé la partie transmembranaire qui manque ici, et qui est maintenue sous cette couronne de S1. Et lorsqu'il interagit avec le récepteur, ça fait que cette partie se sépare. Donc c'est pour ça que la coupure, le clivage entre S1 et S2 est important. Et une des choses qu'on sait, que le nouveau coronavirus, qui se propage beaucoup plus facilement d'humain en humain, a un site polybasique, plusieurs acides aminés chargés, qui sont très efficacement coupés par la furine. Comme dans le cas des influenza, des souches très virulentes ont aussi le même type de clivage. Donc, une fois coupé, interaction avec le récepteur, ces trois unités viennent de côté. Ça permet à la partie antérieure qui est comme, on dirait, spring-loaded en anglais, c'est comme un ressort qui est activé, maintenu à la surface, c'est relâché, le peptide de fusion s'insère, et donc ça se replie sur la forme que vous avez. Nous avons fait la structure aussi de la forme post-fusion des S2 qui est à l'intérieur. Et donc, c'est la forme qui conduit à la fusion. Donc, il faut savoir que c'est la même chose des virus qu'on appelle des virus de classe 1,
comme le virus de Lassa, d'Ebola, le virus de la bronchiolite, de respiratoire syncytial, le VIH, l'influenza et maintenant les SARS. Donc il y a pas mal de structures maintenant complexes des anticorps neutralisants. Et ceci, c'est très important parce qu'il est... c'est surtout de connaître quels sont les épitopes qu'il faut cibler et comment maintenir. Par exemple, le virus de la bronchiolite, le fait de pouvoir stabiliser cette forme-là a fait que maintenant, on a des vaccins en phase clinique qui permettent de maintenir cette forme et présenter ces épitopes-là qui disparaissent une fois qu'elles basculent dans sa forme post-fusion. Donc, il y a quelques années, on a trouvé que pour l'influenza, il y a certains épitopes qui sont à l'endroit où est caché ce peptide de fusion qui va s'insérer dans la cellule qui est assez conservé et qui permet d'avoir des anticorps qui sont très largement cross-réactifs. Et la plupart des anticorps vont dans la tête, qui est celle qui reconnaît le récepteur, qui est l'acide sialique. Par contre, cette partie est très immunogène et celle-là, non. Il y a beaucoup de travaux sur l'influenza qui ciblent cette zone-là. Nos études, en comparant les bêta-coronavirus, même si c'était sur le mur, ont montré que lorsqu'on mappe à la surface de la spicule la conservation des acides aminés, on voit qu'elle est très variable, mais qu'il y a des patchs qui sont extrêmement conservés, qui sont invariants et qui donc ils nous donnent la possibilité de trouver des anticorps qui sont avec un spectre très large, et on pourrait travailler à éliciter des anticorps contre ces protéines-là pour protéger et aussi comme un traitement vaccinal. Alors, ce que disait Philippe aussi, c'est ce passage de la barrière d'espèces. Il faut voir qu'ici, toutes les mutations par rapport au virus des souris que je vous ai montré au départ sont mappées en bleu à la surface, c'est quand on regarde le spicule du haut, et là, de côté, avec le domaine d'interaction avec le récepteur qui a deux conformations, une fermée et une ouverte qui reconnaît le récepteur. Et si on regarde, par exemple, avec si on fait une comparaison avec les virus des chauves-souris et les virus des pangolins, comme Philippe vous a dit que c'était une haute intermédiaire, on voit qu'entre le virus humain et le virus des chauves-souris, il y a 98% d'identité de séquence, pas d'homologie, d'identité de séquence dans la protéine enveloppe, avec 13 changements au niveau des S2, qui matchent avec les différences dans S2, dans ces virus-là. Si vous comparez celle du pangolin avec la chauve-souris, c'est aussi 13, alors qu'ils sont beaucoup plus distants, 90% des séquences au lieu de 98. Mais quand vous comparez le pangolin et les humains, le virus humain, même s'il a 91% des changements un peu partout, à l'interface entre le récepteur et la AS2, il n'y en a qu'une mutation. Donc c'est un argument très important qui va dans le sens de la participation du pangolin à introduire. Vous voyez, le virus est nettement plus distant que celui entre chauve-souris et humain, mais les différences, là où ça compte, il n'y en a qu'une. Bon, pour finir, j'ai aussi cette diapositive qui m'a donné Sylvie van der Werf, qui montre le travail énorme qui a été fait récemment de séquençage un peu partout. Et on a marqué ici, dans toute cette diversité, les virus qui ont été isolés en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Et vous voyez que ce sont des introductions séparées. Lorsque là, on compare seulement les 5 coronavirus en différentes couleurs, ceux qui proviennent des différentes parties. Et on voit que c'est notre modernité qui fait que des gens arrivent un peu de partout et que les choses s'éparpillent extrêmement. OK, moi j'avais peur d'être trop long, donc je n'ai pas mis plus de diapos, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Daniel Louvard. Très bien. Tu as présenté un modèle... Micro, Daniel. Il faudrait que tu te mettes là sur le... Oui, Félix. Très bien. Tu as présenté un modèle
de fusion du virus par donc un changement de conformation de sa protéine. Tu as présenté le modèle avec la membrane plasmique. Enfin, tu as dit que c'était la membrane cellulaire. Est-ce que l'on sait aujourd'hui s'il y a internalisation dans tous les cas, ou qu'il peut y avoir internalisation ou pas internalisation? Autrement dit, à quel niveau du transport du virus dans la cellule ou de la phase d'infection initiale, à quel niveau se fait la libération de la capside dans le cytoplasme? Et tu devines pourquoi je pose cette question? Oui, mais pour de nombreux virus, ça se passe dans l'endosome après endocytose. Mais pour le cas du coronavirus, on ne sait pas. Ce qu'on sait, que c'est l'abaissement du pH, c'est pas ça qui contrôle. Donc, on sait que c'est pas l'abaissement du pH. C'est pas l'abaissement du pH, mais il est incorporé. Donc, ce qu'on sait, c'est que le domaine d'interaction avec le récepteur, qui a deux conformations ouvertes et fermées, quand, dans les structures qu'on a, il y a un domaine ouvert et les autres deux fermés. Parfois, on en a deux ouverts et l'autre fermé. Et ce qu'on sait, c'est que quand les trois sont ouverts, il devient très instable. Et normalement, on voit ça comme très dynamique. Si on dit qu'il respire, les domaines s'ouvrent et s'ouvrent. Une fois qu'il interagit avec un récepteur, il ne peut plus se refermer. Et comme ça, dès qu'il y a tous les trois, comme ça permet ce relâchement. Mais on pense qu'il y a aussi une étape d'internalisation et il y a un rôle aussi d'une protéase qui s'appelle TMPRS, une serine-like protéase, qui coupe un site additionnel dans la protéine des spicules, et cette protéase est placée, est interne. C'est pour ça qu'il a besoin d'être internalisé pour avoir le processus de fusion. Alors, ce qui complique aussi les choses, c'est que S2 aussi a un site de coupure pour cette protéase qui apparemment fait que l'infection soit plus efficace, elle amplifie l'infection. Donc tout ça est assez mal connu pour l'instant. Je crois qu'on est dans des détails de spécialistes, peut-être pas accessibles à tout le monde. Donc peut-être qu'on peut poser une question sur toutes ces souches que tu as montrées dans l'Île-de-France, là, etc. Ouais. Est-ce qu'on sait, par exemple, j'avais l'impression qu'on disait que la souche originelle de Wuhan était arrivée en Italie, alors que ce n'est pas exactement la même souche forcément qui était arrivée en France, etc. Tu peux commenter là-dessus là? Oui, non, c'était juste pour montrer qu'il y a des introductions multiples. Alors, tu me dis, ici, aller trouver quelle souche était laquelle j'ai trouvé. C'est Antoine ici. Non, simplement, c'était pour illustrer qu'on n'a pas une clusterisation par région et que les virus sont différents. Donc, je ne sais pas si vous avez distingué. En bleu, c'est ce qui vient d'Asie, mais pas de Chine. Oui. Tout ce qui est black, c'est Wuhan. Donc, vous voyez du noir un peu partout. Et c'est normal. D'accord. Ok, bah je propose. Guilain, une question, puis après on va passer à Antoine Norchin. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais vous avez mentionné beaucoup l'origine de la chauve-souris pour la zoonose qui conduit au virus. Oui. J'ai une chauve-souris dans mon grenier. Est-ce que je dois m'en méfier comme de la peste ? Je ne sais pas par rapport à la souris qui est dans votre grenier. Il ne faut pas la manger. La chauve-souris, pardon. Il ne faut pas la manger. Là. Je ne la mangerai pas, en tout cas. Alors, ce matin, j'ai eu un appel de Jules Hoffman qui ne peut pas venir, mais qui voulait savoir aussi sur qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de virus dans les chauves-souris et pourquoi elles infectent. Alors, moi je n'ai pas su très bien répondre, mais au fait, en regardant, il y a un effet d'interféron et l'inflammation. Apparemment, les chauves-souris arrivent à contrôler nettement mieux ces virus-là, qui sont à des titres élevés chez la chauve-souris, mais elles ne sont pas malades. Et ça a à voir avec le métabolisme, le développement du vol et le fait qu'il y a beaucoup d'ADP, la réparation de l'ADN compte énormément. Et donc, les systèmes innés sont assez changés. Tu veux rajouter Non, c'était juste une précision, mais qui peut être intéressante et une hypothèse que je trouve passionnante, c'est qu'en fait, les chauves-souris semblent avoir une particularité, c'est-à-dire que leur interféron de type 1 n'est pas inductible.
Simplement, elles en produisent de façon constitutive à faible niveau. Alors ça leur permet justement de maintenir une espèce d'équilibre avec les virus qu'elles hébergent. Elles font pas trop d'inflammation de ce fait et du coup elles sont pas malades. Par contre, on pense que le fait que le coronavirus, enfin cela en tout cas, manipule le système immunitaire et diminue l'expression de l'interféron de type 1 chez l'homme est lié justement à cette vie dans la chauve-souris où les virus ont appris en fait à s'extirper de cette présence. C'est un peu comme quand on utilise des antibiotiques à bas niveau et qu'on stimule la résistance. Rappelons que les chauves-souris sont des mammifères et que c'est un peu pour ça qu'on a les virus qui sont présents chez les chauves-souris et chez les hommes. Je pense qu'on va passer à l'intervention d'Antoine Danchin, qui donc s'était intéressé beaucoup à l'épidémie de SRAS et s'intéresse maintenant aussi comparativement à la nouvelle épidémie. Merci beaucoup, Félix. Bon, ce que je vais vous dire est assez... Merci. Ce que je vais vous dire est assez orthogonal à ce qui a été dit jusqu'à présent. Je vais prendre la position du virus et pas la position de l'autre. Au lieu d'être anthropocentrique, je vais être virocentrique. Un des premiers éléments qu'il faut regarder, c'est que c'est un grand virus à ARN et par conséquent, il risque de faire des erreurs. Mais il a compensé cette capacité à faire des erreurs par un moyen de les corriger. Donc en fait, il corrige très bien ses erreurs pour sa taille et malgré ça, ce virus produit environ 30 erreurs par an, ce qui correspond sur 30 000. Hein. Donc si vous avez un texte de 30 000 lettres, vous avez 30 fautes de frappe. Bien. Bien évidemment, ces erreurs ne sont pas continues chez tout le monde de la même manière. Et vous avez entendu essentiellement dans ce qui a été dit jusqu'à présent qu'on parlait d'un virus. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est évident qu'il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il y en a un au départ, et il va donner des descendants. Ce 1 va éventuellement essaimer ailleurs, et il semble bien en effet qu'en Italie, c'est presque l'original qui était là dans la région de Lombardie. Dans d'autres endroits, c'est très différent. Par exemple, en Finlande, tout ce que je vous dis, c'est sous réserve qu'il y ait des erreurs de séquence. Hein, parce que, bien entendu, il suffit que les techniques soient mal menées pour que ça corresponde à des erreurs. Mais par exemple, en Finlande, on aurait un virus extrêmement évolué. Alors, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question sur cette évolution du virus? Eh bien, il y a des expériences très anciennes de Pasteur qui nous donnent une petite idée, et cette idée est plutôt optimiste. Comment Pasteur a-t-il inventé la vaccination? Essentiellement, il a pris un agent pathogène et il a infecté des animaux, repris à partir des animaux infectés qui en sont morts l'agent pathogène, réinfecté, etc. Et au bout d'un certain temps, il s'apercevait que les animaux ne mouraient plus, et que peut-être le dernier agent pouvait servir pour protéger ce qui se passait avant. Est-ce qu'on est en train d'observer des choses de ce genre avec ce virus? Eh bien, ma réponse est probablement oui. Alors, je vais vous donner l'exemple de ce que nous avons observé avec mon collègue Patrick et Gabriel Turinici en 2003 sur l'épidémie du SRAS. À l'époque, il y avait une bizarrerie. L'épidémie commençait à Hong Kong, et elle se répandait évidemment en Chine avec les échanges entre les Hongkongais et les autres Chinois. Et évidemment, les Hongkongais vont partout, et en particulier à Shanghai. Bizarrerie, à Shanghai, pas d'épidémie. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement mystérieux. Alors, on s'est vraiment beaucoup interrogé sur la raison pour laquelle il n'y avait pas d'épidémie à Shanghai. Et l'idée a été, mais est-ce que par hasard, le virus n'aurait pas localement évolué en une forme justement vaccinante et qu'il protégerait la population locale? On a fait donc un modèle pour expliquer ce genre de choses et on s'est aperçu que ça allait avec une idée qui correspondait à quelque chose qui a été observé par un chercheur de l'INRA qui s'appelle toujours Hubert Laude sur une épidémie à coronavirus chez le porc au milieu des années 80. Au milieu des années 80, de façon soudaine, il est apparu, alors que les porcs avaient de temps en temps des maladies de type diarrhéique, une maladie pulmonaire du porc qui les tuait massivement et qui ressemble terriblement à ce qu'on est en train de voir en ce moment, par exemple.
Typiquement, il s'agit donc d'un changement de tropisme lié à l'évolution d'un virus qui peut passer cette fois-là de quelque chose de peu dangereux à quelque chose de très dangereux. Et puis, Huberlot, la direction de l'INRA a trouvé que ce n'était pas intéressant et l'a forcé à faire autre chose. Donc, c'est intéressant à voir. Les coronavirus, effectivement, n'ont suscité l'intérêt que très peu. Je dois dire qu'avec Gabriel Turnici, par exemple, on a écrit un long article en 2007 annonçant que ça allait arriver et personne ne s'intéresse du tout à ce genre de choses. Maintenant, continuons dans le virus. Qu'est-ce qui va faire son atténuation? Pour se construire, il a besoin de deux choses. Il a besoin de ce qu'on appelle des nucléotides, c'est les briques de base qui lui permettent de faire son génome, et besoin aussi de faire les lipides, entre autres, qui vont faire son enveloppe. Parce que c'est une particularité tout à fait originale de ce virus, d'être un virus enveloppé. Et là, on tombe sur quelque chose qui est absolument extraordinaire, je dois dire, qui est qu'il y a un biais massif, majeur, chez tous les organismes vivants sur la construction des nucléotides. Il y en a 4 pour les ARN, A, U, G et C. Et la bizarrerie, c'est qu'il est extrêmement difficile de faire le C. Alors, je ne vais pas vous donner le détail pour ça, mais il manque au moins 2 enzymes spécifiques pour le faire. On est obligé de passer par U tout le temps. On peut le recycler, mais ça se passe vraiment mal. Alors, j'ai évidemment été regarder un peu plus loin, et là, aux surprises, il existe une immunité antivirale qui existe même chez l'huître. Et cette immunité antivirale utilise une protéine qu'on appelle vipérine et dont pendant longtemps on n'avait pas la moindre idée de la fonction, autre qu'elle interférait, elle était induite par l'interféron. Justement, vous avez entendu parler, l'interféron est ce qui est induit par les infections virales, etc. Et cette vipérine, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle fabrique un analogue du C. Donc déjà, un point faible, le C est là. Deuxième point, il existe, en fait, le virus, son génome, il est modifié. Ce n'est pas simplement des suites de nucléotides, mais en plus, il y a des étiquettes. Et ces étiquettes utilisent une enzyme qu'on appelle DNMT2. Et cette enzyme est tout à fait bizarre parce qu'elle a été repérée généralement comme modifiant l'ADN, mais en fait, elle modifie l'ARN. Et cette enzyme est utilisée spécifiquement chez la drosophile comme antivirale. Et qu'est-ce qu'elle reconnaît? Les séquences CG. Donc j'ai commencé à regarder ça avec des collègues chinois et il semble bien que le virus soit en train d'évoluer vers ces formes. Alors est-ce que c'est bien pour nous ou non? J'en sais rien. Dans l'état actuel, il est beaucoup trop tôt. Mais il est probable qu'à long terme, nous allons vers une forme qui sera moins dangereuse. Néanmoins, en attendant, il est évident qu'on peut faire des bêtises. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a un paysage évolutif proposé par ce virus, mais qu'évidemment, l'homme intervient, par exemple, en lui donnant des analogues de nucléotides. Et si on fait n'importe quoi, c'est-à-dire sans contrôle, comme ça a été fait pour le SRAS massivement à Hong Kong, qui explique d'ailleurs la mortalité double à Hong Kong du reste du monde, eh bien, on risque effectivement de changer le paysage évolutif et de le faire repartir à l'envers pour aller faire plus de C, trouver de meilleures solutions et trouver un moyen d'affecter plus. Donc je m'arrête là, c'est juste pour vous dire que la situation est en train d'évoluer, il n'y a pas un virus. Par exemple, même en Chine, alors évidemment en Chine, le problème c'est d'être sûr des chiffres, mais si je prends la province du Zhejiang, qui est juste à côté de Wuhan, là on a 1200 cas et 1 mort. D'accord ? Donc, c'est des chiffres qui sont proches de la grippe tout à fait ordinaire. Donc, tout se passe comme si, là, alors, ou bien c'est des erreurs, etc., massives, mais elles ne sont pas répétées ailleurs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des quantités de types d'évolution, de types d'adaptation de la population qui diffèrent selon les endroits. Alors, on pourrait aller même à l'extrême, essayer de repérer ces endroits et laisser diffuser le virus à partir de ces endroits parce que ça protège le reste. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir de façon complètement différente à l'épidémiologie, faire très attention aux zones très dangereuses comme Wuhan ou le nord de l'Italie en ce moment et éventuellement pour les zones moins dangereuses, peut-être laisser faire la nature. Merci. Bon, Antoine, merci.
Je pense que tout le monde n'a pas forcément compris tes histoires de vipérine, mais c'est pas très grave. Moi, j'aurais bien aimé que tu nous fasses aussi un commentaire que tu m'as fait l'autre jour. C'est sur le problème des publications des résultats de cette épidémie. Parce que j'avais l'impression que... Est-ce que ces résultats sont mis à la disposition du grand public? Est-ce que les éditeurs font la chasse aux bons résultats, etc. etc. Bon. Je pense que ça, c'est un problème qui, Oui, alors qui vaut le coup d'être discuté dans une épidémie. Oui, ça c'est vrai. Bon, alors de façon très claire, un certain nombre de personnes s'asseyent sur leurs résultats pour pouvoir garder au chaud quelque chose qui fera une publication dans un journal à haut facteur d'impact. Alors, il y a des ambiguïtés extrêmement fortes de ce côté. Il y a des pressions même à l'intérieur de la Chine, mais il faut savoir qu'en Chine, le salaire du chercheur est indexé sur l'IF, ce qui n'est pas très loin de la France, où les agences recrutent en regardant de préférence Nature, Cell et je ne sais quoi. Hein. Au lieu de lire les articles, on lit le nom du journal. Donc ça, c'est un élément qui est effectivement très ennuyeux en ce moment. Bon, il existe des sous-ensembles de gens qui veulent bien travailler ensemble. J'espère qu'en tout cas en France, on peut y arriver. Mais en Chine, il y a un certain ostracisme. Par exemple, le gouvernement chinois a créé le Chinese National Gene Bank à Shenzhen, en un endroit qui s'appelle le BGI. Et en 2014, on leur a tout retiré pour des raisons que je ne comprends pas, qui sont liées à la politique interne, ça c'est clair. Et donc en Chine, en ce moment, les Chinois ne savent pas à qui ils déposent leurs séquences. Donc il y a ceux qui déposent de façon internationale, peu nombreux, ceux qui déposent à certaines banques chinoises, ceux qui déposent à d'autres. Et donc effectivement, l'accès total à la filiation des génomes est effectivement difficile. Ça demande un énorme travail de préparation, malheureusement, qui n'est pas intéressant et qui ne nous aide pas pour la recherche proprement dite. Ça malheureusement, je suis désolé que ce soit comme ça, mais c'est assez net. Il y a une espèce, même chose, il y a une espèce de les gens aiment garder leur précaré. Dès qu'il y a le moindre regard de l'extérieur, toutes les barrières se font. C'est assez spécifique de la biologie. On dit toujours que les chercheurs sont toujours des gens armés et que quand il s'agit de physiciens et qu'il y a une attaque, ils se mettent en cercle, ils ont leurs armes tournées vers l'extérieur et ils tirent. Les biologistes font la même chose, mais ils tournent leurs armes vers l'intérieur. Voilà. Moi, je voudrais poser une question reliée. Est-ce que dans ces périodes d'urgence, les grandes revues scientifiques ont un moyen d'accélérer le processus de validation? Ah, de validation. Bon, parce que je constate... Oui, c'est une très bonne question. Malheureusement, tout passe par un editorial board qui décide si oui ou non ça ne mérite d'être validé. Comme dans toutes les sciences. Oui, est-ce que dans ce moment précis... Ça ne marche pas mieux qu'avant. Il n'y a pas moyen de mettre un peu de pression sur les rapporteurs? Si. Le moyen simple, c'est de publier dans medRxiv ou bioRxiv, direct. Et ça, c'est une deuxième question analogue. Moi, j'ai regardé récemment, j'ai vu un certain nombre de journaux. J'ai vu un certain nombre de journaux, y compris prestigieux, qui annoncent des vérités scientifiques avec éventuellement des références, et on se retrouve sur des pré-publications. Oui, absolument. Donc moi, je suis un scientifique habitué à la validation, je suis un peu inquiet, et j'aimerais savoir si les pré-publications n'ont pas actuellement un rôle exagéré. Ah, ça, c'est impossible à dire. C'est effectivement pré-publication, et il faut essayer de les lire soi-même avec l'esprit critique. Je ne vois pas comment on prend date en mettant les résultats sur ce genre d'archives. Non, mais on peut dire des bêtises, mais disons qu'en les lisant, on peut se rendre compte que c'est intéressant ou non. Puisqu'on parlait tout au début de température. Il y a un papier qui me paraît assez intéressant, fait par un laboratoire chinois sur plusieurs centaines ou milliers de cas, qui montre que l'optimum de transmission, de température de transmission du virus, c'est 9 degrés. C'est exactement ce que nous avons à Paris en ce moment. Et donc c'est quelque chose qui, si c'est vrai, intéressant à savoir. Entre autres, ça dit une chose que peut-être pas mal de gens connaissent, qui est que
dans les lieux publics, on a tendance, dans les pays chauds, à faire de l'air conditionné à basse température. C'est une énorme erreur. Il faudrait que la température soit au moins 23 degrés. Oui, non, mais cet article, d'ailleurs, je l'ai lu. Oui. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est de constater que c'est une prépublication. Oui. Et moi, je suis habitué aux vérités. Hein. Oui. Je suis plus ennuyé par le fait que, précisément, je lis ce truc, je dois le croire. Je dois le croire. Non, mais si tu veux, la difficulté, c'est que le circuit d'envoyer ça à des lecteurs pose un énorme ralenti de façon immense. Donc, alors que la prépublication, tu as des commentaires possibles. Si quelqu'un trouve une erreur majeure, de même pour les vraies publications, entre guillemets, des sites comme PubPeer sont très intéressants parce qu'ils trouvent des tas de choses que les lecteurs n'ont pas vues. Bon, il y avait Didier Roux et puis Félix qui voulaient... Oui, juste pour citer un cas précédent où ça s'est exactement passé comme Étienne le suggère. En 1986, lorsqu'il y a eu la découverte des supraconducteurs haute température, je vous rappelle que Müller avait publié ses résultats dans un journal, pas de deuxième zone, mais qui n'est pas très très connu. Et Physical Review Letters, qui était furax que cette découverte lui a échappé, avait mis en place. Alors c'était l'époque où il y avait des tas d'équipes qui trouvaient 1, 2, 3, 4 degrés de plus chaque fois qu'ils faisaient une expérience. Il y a eu une période de grande excitation où chaque fois qu'on faisait une expérience, on remontait de quelques degrés la barrière des températures critiques des supraconducteurs. Et donc là, Physical Review Letters avait monté une organisation spécifique pour publier extrêmement vite, avec des circuits très courts, des publications de chercheurs intéressés dans le domaine. C'était en 86, 87, c'était avant Archives, etc. Et ils avaient mis spécifiquement ça. Moi, j'étais au congrès de physique à l'époque qui avait lieu à New York, et il y avait une grande excitation autour de ça. Alors, c'est peut-être tout aussi condamnable, mais là, on était plutôt dans le fait que les gens étaient pressés de publier très très vite parce qu'ils savaient que s'ils ne publiaient pas, il y aurait une équipe voisine qui allait publier avant eux, après eux. Donc là, il n'y avait pas de rétention d'informations, c'était tout le contraire. Non, là ce qui est important, c'est l'usage médical. Donc il faut effectivement qu'il y ait une validation quelque part. Mais la structuration de la publication scientifique en biologie n'est pas bonne pour ça, malheureusement. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faudrait que les académies fassent le rôle de référé. Oui. Bon, je pense qu'on va prendre une dernière question et terminer, parce qu'on avait dit qu'on voulait finir pour 5 heures. Moi, ce n'est pas une question. Justement, c'est la question d'Étienne Ries par rapport aux journaux, s'ils ont le moyen d'accélérer la publication. Je peux vous dire que oui. Par exemple, dans Science, lorsque la structure tridimensionnelle avait été faite par cryo-EM, le microscope électronique de Spike, de ce virus-là, l'éditrice m'avait envoyé l'abstract en me disant « Seriez-vous prêt, dès que le papier sera soumis, à le reviver, l'évaluer en 48 heures ?» Et j'ai vu, bon, ça a été fait comme ça, un autre dit, et le papier est apparu dans BioArchive, mais une semaine après, Science l'avait accepté, et là. Donc il y a, et aussi par rapport à ces archives-là, c'est vrai que n'importe qui peut envoyer quelque chose, ça peut être des choses fausses, mais la communauté réagit assez rapidement, surtout dans un domaine comme ça. Très vite, tout le monde le sait, il y a des tweets partout que c'est faux. Bon, je crois qu'il me reste à remercier les intervenants. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Merci Philippe, merci Félix, merci Antoine, et puis merci Arnaud.